L'analyse, le décryptage de l'actualité politique dans la sous-région ouest-africaine, prestation de serment d'Alassane Ouattara et Alpha Condé, Anthony, qu'est-ce que doivent éviter les autres opposants en Afrique? Et puis présentez-nous d'abord ce contexte, le contexte, j'allais dire, de ces prestations de serment et surtout des élections. Alors, merci, Koné Issa. Il faut rappeler à ceux qui nous suivent ce matin que les élections présidentielles se sont déroulées le 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire et le 18 octobre en Guinée-Conakry. Alors, pour présenter le contexte de ces élections, il faut rappeler que il s'agissait d'un troisième mandat pour Alpha Condé et Ouattara en Côte d'Ivoire également. Et les opposants, à un moment donné, se sont révoltés contre ce troisième mandat. Il y avait eu des soulèvements un peu partout du côté de la Guinée-Conakry. Du côté de la Côte d'Ivoire aussi, il y avait eu des soulèvements. Et il faut même rappeler qu'au niveau de la Guinée-Conakry, il y a eu plus de 27 morts selon le parti de l'opposition, Cellou d'Alain Diallo. Et du côté de la Côte d'Ivoire, il y a eu des crises communautaires, des conflits communautaires qui ont conduit à la mort de certains jeunes, beaucoup de blessés également. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se fait que Alassane Ouattara, qui avait renoncé à un troisième mandat, a fini par revenir pour dire qu'il sera candidat pour un troisième mandat, parce qu'en réalité, le candidat de son parti, Amadou Gon Coulibaly, qui était le Premier ministre, est décédé. Alors, du côté de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, 82 ans, qui devait en réalité laisser le pouvoir, mais qui décide d'aller encore aux élections. Donc, ces situations ont créé des crises dans les deux pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais la différence que Condé n'a pas dans un premier temps rejeté ou oui, c'est la différence entre les deux. Mais de toute façon, il s'agissait d'un troisième mandat qui n'était pas prévu de façon constitutionnelle. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Guinée-Conakry? Les opposants ont refusé d'aller aux élections, ils ont décidé de boycotter. Et donc, celui d'Alain Diallo, qui avait été déjà battu en 2010 et en 2015 par Alpha Condé, a décidé de se détacher de l'autre de l'opposition pour aller aux élections. Au finish, qu'est-ce qui s'est passé? Et Alpha Condé gagne encore les élections en Guinée-Conakry. Du côté de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Sur plus de 40 candidatures, une quarantaine de candidatures, seules 4 candidatures ont été validées. Il s'agissait de Alassane Dramane Ouattara, président de l'exercice, de Kouadio Kona Bertin, de Henri Konan Bédié et de Pascal Affi N'Guessan. Alors, pour vous expliquer un peu la situation en Côte d'Ivoire, il se fait que là, les opposants ont décidé de faire preuve de désobéissance civile. Mais il se fait que parmi ces opposants, parce qu'il y avait 3 opposants face au président de l'exercice, il y avait un certain Kouadio Kona Bertin qui, en fait, était même pas membre du parti PDCI d'Henri Konan Bédié et qui a été même élu président des jeunes PDCI à un moment donné, qui à un moment donné aussi est parti du PDCI, mais qui est revenu en 2020. Et pour rappeler certaines dates, le 2 juillet, ils se sont rencontrés. Après, il a dit qu'il est revenu à la maison pour que le PDCI puisse gagner les élections. Après, quand il a voulu être candidat au primaire au sein du parti, il se fait que Konan Bédié Henri a été plébiscité à 94% pour être candidat du parti. Et il se détache du lot pour être candidat. Et quand les 2 autres opposants ont décidé de boycotter les élections, il a été le seul à prendre la décision d'aller contre Alassane Dramane Ouattara. Et qu'est-ce qui se passe? Il se fait que sa participation a validé les élections en Côte d'Ivoire et ça a permis à Alassane Dramane Ouattara d'avoir le score tout le monde a entendu, plus de 90% des suffrages. Et lui, qui est l'opposant qui a été face à Alassane Dramane Ouattara, il s'est retrouvé avec 1%, 1,49%, avec un Konan Bédié deuxième avec 1,66% et Affi N'Guessan 0,49%, évidemment. Donc, du coup, quand vous regardez ces situations, et n'oubliez pas que cette situation a été décriée par le président équato-guinéen Umaru Sissoko, qui avait dit que, comparant les situations en Côte d'Ivoire et en Guinée à celles du Mali, disait que ces troisième mandats en Guinée et en Côte d'Ivoire étaient des coups d'État. Et donc, pour lui, il n'était pas d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe au finish? Pour les prestations de serment, il se fait que Umaru Sissoko était la prestation de serment de Alassane Dramane Ouattara. Mais bien avant la prestation de serment, on a observé également la saison des chaos.
Oui, même on le a Burkina, justement, vous faites bien de revenir là-dessus, parce que la scène de chaos, nous sommes à l'aide des chaos en Afrique. C'est vrai que Boni Yayi a été plus ou moins le premier qui a amené cette affaire de chaos en Afrique de l'Ouest, avec ce fameux chaos de 2011. Et donc, oui, mais qui a surpris plus d'un, parce qu'en réalité, même si on a sur les chiffres, on ne peut pas faire, on ne pourra pas aller faire les débats en profondeur. Oui. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné, ce chaos a surpris plus d'un. Parce que de mémoire d'homme, ce n'était jamais arrivé. Depuis 1990, ce n'était jamais arrivé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que Alpha Condé ne gagne pas KO, Ouattara ne gagne pas KO, et Christian Kaboré qui ne gagne pas KO. Ça, c'est plus démocratique. Voilà. Du côté du Ghana, le président Alexis Nana Akufo-Addo, qui est face Dramani, son opposant, parce que ça fait la troisième fois que les deux se rencontrent au cours d'une élection, qui a gagné aussi par KO. Et donc, cela suppose qu'il y a un vent de chaos qui souffle sur l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest. Et donc, les régimes au pouvoir sont plus consolidés. Est-ce que c'est consolidé? De toute façon, certainement, quelqu'un a la clé et donne la clé à ses homologues. Et finalement, il déroule seulement le projet et puis ça passe. C'est vrai qu'on verra ce qui va se passer au Bénin dans quelques mois. Mais la cérémonie d'investiture d'Alassane Ouattara ce lundi, la présence de plusieurs chefs d'État africains. Oui, il faut préciser que pour Alassane Ouattara, il y avait 13 chefs d'État du gouvernement qui étaient à l'investiture d'Alassane Dramane Ouattara. Et je l'ai dit tout à l'heure, le président équato-guinéen qui était contre cette candidature, contre toute attente, a surpris plus d'un, était à cette prestation de serment. Et donc, vous comprenez clairement que le chef, en fait, en griffe, quand nous prenons l'Afrique de l'Ouest, il se fait qu'on a deux forces. Il y a le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le Nigeria qui, plus ou moins, a tendance à vouloir contrôler la partie anglophone, mais la Côte d'Ivoire qui a tendance à contrôler la partie francophone. Même pas, on dira même pas tendance, qui contrôle la partie francophone. Et donc, Ouattara est toujours le maître à jouer en Afrique de l'Ouest, après Bongo qui est décédé, et Houphouët-Boigny qui sont décédés. C'est-à-dire qu'il est le maître à jouer aujourd'hui, avec tous, vous avez vu justement sa position dans cette affaire de sortie du franc CFA. Il a été clair. Au moment où le Nigeria et le Ghana étaient dans une autre logique, Alassane Ouattara a pris le devant automatiquement avec le président Macron pour prendre d'autres dispositions. Donc, déjà, Ouattara qui gagne les élections, en fait, c'est le maître à jouer. Et donc, tout chef d'État qui s'opposerait et qui peut-être qui serait invité, qui oserait ne pas aller à cette investiture, peut se voir en difficulté, peut ne pas avoir le soutien de la CEDEAO, justement, et de Alassane Ouattara quand il sera en difficulté. Et sachant que quand on regarde l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, il y a des élections au Bénin en 2021, il y a actuellement le 27 décembre une élection présidentielle au Niger. Même si le président en exercice aujourd'hui, Issoufou, n'est pas candidat, il a réussi à positionner son ministre de l'Intérieur qui est candidat de son parti au pouvoir. Et déjà, on a vu Mohamed Bazoum qui était du côté de Agadez, dans la région d'Aïe hier, qui a lancé sa campagne et qui disait, vous allez voir, toute la presse écrit que 80%, la population d'Agadez promet 80% de victoire à Mohamed Bazoum dans cette région. Déjà, c'est déjà pour montrer les signaux du chaos qui pourraient éventuellement venir là aussi. Mais justement, par rapport au cas de Ouattara, c'est vrai que cette présence des forces d'État africains, ça ne voudrait pas forcément signifier qu'ils donnent leur caution à ce qui s'est passé. Ouattara qui, dans un second temps, a ravalé ses vomissures. Mais sur le plan des réformes, quand même, c'est passé. Justement, les chefs d'État, peut-être vous pensez, c'est ce que vous pensez peut-être, qu'ils ne donnent pas leur caution à cette victoire. Mais si vous voyez le président équato-guinéen qui n'a pas eu peur de dire à Ouattara et Condé en août dernier, quand les chefs d'État se penchaient sur la question du Mali par visioconférence, n'a pas eu peur de leur dire que ce troisième mandat était des coups d'État contre les peuples. Si celui-là arrive à ravaler sa vomissure pour se retrouver à l'investiture de Alassane Ouattara, donc moi j'estime qu'il valide parce qu'en réalité il sait que s'il ne le fait pas, il peut craindre des représailles. Et sachant un peu la force de la France avec ces chefs d'État qui sont aux ordres de la France en Afrique, c'est-à-dire que tout chef d'État qui s'opposerait à une certaine victoire ou une certaine investiture d'Alassane Ouattara peut avoir subi des représailles. Et nous avons vu dans cette situation en Guinée, en Côte d'Ivoire, il y a des chefs d'État qui sont restés
tout silencieux. Tout silencieux. Il y a des pays qui ne se sont pas du tout prononcés. Le Niger ne s'est pas prononcé. Le Bénin ne s'est pas prononcé. Le Togo ne s'est pas prononcé. Autant de pays en Afrique ne se sont pas prononcés sur cette situation parce qu'il y avait le maître en jeu, Alassane Ouattara. L'ami fidèle de la France. L'ami fidèle de la France de la sous-région. Et donc, du côté de la Guinée aussi, vous allez voir, parce que si en Côte d'Ivoire, c'est le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui était allé représenter et le président Emmanuel Macron, il se fait que son secrétaire d'État, le secrétaire d'État au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est lui qui allait représenter le gouvernement français du côté d'Alpha Condé, même si, entre-temps, sur la position de la Guinée-Conakry, c'est qu'il se fait que la France est restée mitigée. Mais a fini par féliciter. Oui, mais justement, a fini par féliciter et a envoyé son secrétaire d'État de l'Europe et des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian qui était présent, j'allais dire l'investiture de Ouattara. Et puis, mais quel message pour l'opposition en Afrique? Oui, le message est très simple pour l'opposition en Afrique. Si vous estimez que vous pouvez gagner les élections, ce n'est pas les troubles que vous allez créer qui vous permettront de gagner les élections. Et ce n'est pas les longs discours sur les plateaux de télévision, les chaînes de radio, sur les réseaux sociaux qui vous feront gagner. Le plus important, c'est d'aller sur le terrain et d'aller conquérir la base, parce qu'en réalité, c'est la base qui décide. Et si vous arrivez à conquérir la base et que la base vote pour vous, ça passera. Mais si vous vous attardez sur les réformes et que vous restez là à faire des débats du matin au soir, c'est-à-dire que vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que quand vous regardez du côté de la Côte d'Ivoire, on a vu des artistes se lever contre Ouattara, on a vu les forces armées se lever contre Ouattara, on a vu Soro, par exemple. Oui, Soro qui avait. Mais aujourd'hui, oui, même si vous avez vu, malgré la force de Soro qui était président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, la France l'a contraint aujourd'hui au silence. À défaut de se taire, il devra quitter le territoire français. Et donc, c'est autant d'éléments que les opposants d'Afrique doivent prendre en compte pour comprendre qu'aujourd'hui, s'il faut gagner les élections, ce n'est pas les discours, ce n'est pas les révoltes, mais c'est l'action sur le terrain. Proposer une alternative crédible aux populations, c'est la seule condition pour gagner les élections. Et rapidement, quelle stratégie que doivent-ils faire alors? La stratégie est toute simple. On va rappeler rapidement deux situations. En 2016, il y a une situation en Gambie. Yaya Jammeh, 22 ans au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il devait être battu au cours des élections. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour le battre? Il se fait que Adama Barrow est allé en coalition, une large coalition de l'opposition pour arriver à bout de Yaya Jammeh avec 45,54%, et ce qui a fait que Yaya Jammeh s'est retrouvé avec 36%. Et donc, voilà, de l'Union africaine. Donc, il se fait que dans les urnes, on a vu au soir des élections, les résultats étaient tellement clair que Yaya Jammeh ne pouvait pas faire du forcing. Et donc, du coup, Adama Barrow a pu gagner les élections et le soutien de la communauté internationale parce qu'au-delà de tout, le peuple a fait son choix. Du côté du Nigeria également, en 2015, pour venir à bout de Goodluck Jonathan, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 4 partis qui sont allés en coalition et qui ont proposé l'ancien général, le général Mohamed Bouhari comme candidat. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi à venir à bout de Goodluck Jonathan en 2015. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que les opposants doivent faire? La seule stratégie, c'est de s'entendre, de dépasser les égos, d'aller en rang serré et pouvoir gagner les élections. Autrement, s'ils y vont toujours en rang dispersé, comme on a vu le cas en Côte d'Ivoire et en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry, et s'il n'y a pas d'entente entre eux, c'est qu'ils doivent continuer à perdre des élections. Et comme c'est l'ère des chaos, ne soyons pas surpris que déjà le 27 décembre prochain, qu'on dise que Mohamed Bazoum gagne par chaos, et ne soyez pas surpris, encore que c'est chanté déjà au Bénin, qu'en 2021, qu'on dise que c'est un chaos. Alors, en written si la fébrilité des stratégies adoptées par l'opposition en Afrique, vous l'avez dit ici sur ce plateau, il faut éliminer le spectre de division. Il faut dépasser les intérêts parce qu'en réalité, les chefs d'État, les opposants sont prêts à aller dans tous les sens, critiquer chacun dans son camp, mais quand l'heure arrive de s'unir, ils sont incapables de s'unir et c'est souvent ce qui les divise, les fragilise en Afrique. Merci Laurent pour toutes ces explications, ces analyses sur la situation politique dans certains pays de la sous-région.